Salut Pierre, comment tu vas? Ben, très bien, et toi? Ça va super, merci. Je suis super contente de t'avoir dans cet épisode. C'est très cool. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et je suis Merci sûre, pour l'invitation. avec plaisir, et je suis sûre que ça va être très intéressant de discuter avec toi. Donc c'est un épisode de Mind Autopsy. Est-ce qu'on t'a expliqué un petit peu l'origine de ce nom? Non, ou alors tu me l'as expliqué, mais je m'en souviens plus, c'est possible. Je suis pas sûre de l'avoir fait. Le Mind Autopsy, à la base, c'est un rituel qu'on avait en interne. Donc, entre Go-Minders, c'est une autopsie de cerveau un petit peu. Et c'est un rituel qui était dédié à l'introspection et au partage d'enseignements. Donc, on faisait intervenir un Go-Minder pour qu'il puisse partager des choses apprises en projet, des choses qu'il referait, etc. Et l'exercice était très riche, à la fois pour la personne qui le fait et aussi pour l'audience. Ouais. Donc on a décidé aussi d'ouvrir ce format et d'inviter plus de monde là-dessus aussi. Donc tu inaugures un peu cet épisode qui s'appelle Mind Autopsy pour la première fois. Je vais commencer peut-être par te laisser te présenter et nous dire un peu qui tu es. Alors, vaste question forcément, mais moi c'est Pierre, Cribulancy, pour ceux qui se demandent comment se prononce mon nom de famille. C'est une vraie question. Ouais. Et je suis développeur web depuis maintenant professionnellement depuis 2010. Et je suis à la fois aussi formateur, coach, craft, donc tout ce qui tourne autour des bonnes pratiques de développement pour essayer de développer des logiciels plus rapidement, efficacement, sereinement. Voilà. Ok, du coup tu as plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la formation? Ce qui m'a poussé dans la formation, en fait j'ai toujours un peu eu cette fibre pédagogique entre guillemets. Je me rappelle que déjà quand j'étais à l'école, je faisais des exposés de ouf quand j'étais gamin. C'était pas encore sur l'informatique, puis après pendant mes cours en université, dans mon école d'ingé, je proposais pareil des petits cours et tout. À l'époque, je me rappelle, c'était sur l'architecture MVC, ce genre de choses. Donc j'ai toujours aimé ça. Et même pour l'anecdote, je me rappelle, ça remonte. J'avais écrit un cours, donc je devais avoir 14 ans, 15 ans peut-être, sur le site du Zéro, donc aujourd'hui connu sur le nom de Open Classroom. Okay. J'avais écrit un tutoriel sur comment développer sur calculette Casio Graph 35+, et ma petite fierté, c'était que c'était le cours le plus lu sur la plateforme, par rapport sur la programmation sur calculette. Okay. Avant qu'ils le suppriment, quand ils sont passés sur Open Classroom et tout, je crois qu'il y avait presque quand même 800 000 vues, un truc comme ça, quoi. C'était 800 000, ouais. À l'âge de 14 ans. Alors, les 800 000 vues sont arrivés plus tard, avec le temps, mais je l'avais fait, ouais. Et il y avait un vrai processus de relecture et tout, pour faire les fautes d'orthographe et tout, pour les... donc c'était cool. Ouais, j'avais 14-15 ans, je me rappelle, je faisais ça chez ma grand-mère pendant les vacances. Et ça se présentait comment, au format vidéo? Non, à l'époque c'était purement format écrit. C'était vraiment purement format écrit, et je sais même pas si YouTube existait à l'époque déjà. Parce que je crois que YouTube c'est 2004 ou 2005, donc si ça devait exister, mais c'était au début. Donc les formats vidéo c'était pas encore hyper répandu. Mais ouais, non, c'était cool, parce que je m'étais éclaté à faire cette soirée, donc j'ai toujours eu un peu cette fibre pédagogique, quoi. C'est énorme, c'est vrai que ça remonte à un moment. Ouais, mais moi, ma calculette, j'étais inséparable de ma calculette. Je l'emmenais en vacances et tout, non, c'est vrai. Je lui offrais des cadeaux à Noël. Non, je rigole. Ouais, j'allais dire là, ça va un peu too much, mais ok, je suis impressionnée, j'espère que c'est une exclusivité. Non, j'ai déjà dû le balancer à peu près 37 fois, juste le mois dernier sur LinkedIn. Ça va, un petit passe sympa. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Au tout début, j'étais passionné par tout ce qui est l'espace, les planètes, ce genre de choses, l'univers. Okay. J'avais carrément en CM2 réquisitionné le gymnase de l'école pour faire mon exposé,
pour pouvoir montrer à l'échelle, entre guillemets, l'espace entre les planètes, le soleil. Donc j'avais mis, je sais plus, un grain de riz, enfin un petit poids, une table, une balle de ping-pong, un truc, machin, enfin bref, pour montrer l'espacement entre les planètes pour aller à l'échelle, entre guillemets. Ok. Et du coup, j'étais passionné par ça et je voulais faire du coup astrophysicien. Astrophysicien. Sauf que après j'ai compris qu'il fallait être bon en maths et du coup je voulais plus faire astrophysicien. C'était trop, voilà. Et donc rapidement, j'ai eu envie de travailler dans les ordinateurs comme c'est écrit à l'époque, enfin comme on disait à l'époque. Jamais j'ai été intéressé par contre finalement par le côté matériel, mécanique des ordi, ça m'a jamais intéressé. Okay. Toute la partie comment fonctionne un ordi, tout ça, machin, ça m'a jamais intéressé. Ça tout de suite était vraiment la programmation. Et j'ai commencé chez ma grand-mère encore. J'avais beaucoup de temps chez ma grand-mère. Temps très créatif. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à apprendre à développer à l'époque HTML, CSS, PHP, ce genre de trucs. Okay. Et je me suis éclaté. Et du coup, il faut savoir aussi qu'à l'époque, mon père, il faisait le site de sa boîte sur un logiciel qui s'appelle Dreamweaver, qui est l'ancêtre des WYSIWYG, enfin des trucs qu'on utilise aujourd'hui, qui permettait de faire des logiciels un peu, enfin des sites web un peu comme ça, à la main, enfin vraiment. Et ça me plaisait bien, et ça m'a intéressé de creuser plus loin. Donc là, je sais pas, je devais avoir 10-11 ans à peu près. Et du coup, tu as grandi dans cet univers un peu création de site, informatique déjà ou... Ouais, mon père touchait un peu à l'informatique, maintenant un peu moins. Mais ouais, il était un peu touche à tout, quoi. Il bossait sur une base de données Access à l'époque pour sa boîte qu'il avait créée lui-même, du coup, pour organiser des trucs dans sa boîte. Il bossait sur le site internet, enfin voilà, il bidouillait bien tous ces trucs-là. Et c'est ce qui m'a donné un peu envie aussi de me mettre, enfin, ça m'a m'intéresser. Et pour l'anecdote, je me rappelle que ma mère m'avait dit t'es sûr parce que il n'y a pas trop de débouchés là-dedans et tout. Attends, t'avais encore 10 ans à cette époque? Non, j'étais un peu plus vieux, je sais pas, je devais avoir enfin, quoi que. Non, en vrai, je devais peut-être avoir, je pense que, tu sais quoi, je pense que j'étais même pas encore au collège. Ah oui? Je devais avoir une dizaine d'années, ouais. Ou 10-11 ans. Ouais. C'est énorme. Donc, ouais. Non, j'ai toujours été passionné par ça. Donc, voilà. Ok. Et quelles ont été un peu tes grandes étapes dans le monde du développement? J'ai traversé des étapes un peu toutes les étapes, on va dire. Comme j'étais autodidacte, donc au début j'ai commencé par développer sur ma calculette, voilà, je créais des jeux pendant les cours. Mes profs d'histoire et de français se demandaient ce que je foutais avec une calculette pendant leur cours. Je les remercie aujourd'hui de m'avoir laissé faire ma passion. Donc je créais des jeux sur ma calculette, dont un où j'ai un pote de lycée qui a joué toute la nuit et tout, il n'avait pas dormi, et du coup, enfin bref. C'était quoi comme jeu? C'était un jeu en mode jeu par navigateur, comme il y avait à l'époque, genre Game à l'époque. Voilà, en gros, c'était un jeu dans lequel c'était sur ta calculette et tu devais construire des bâtiments, ils augmentaient en compétences au fur et à mesure. Il n'y avait même pas de combat, rien du tout, c'était juste de la gestion de ressources et de bâtiments. Et il n'y avait pas de chronomètre en fait, il n'y avait pas d'horloge sur ces calculettes-là à l'époque. Okay. Du coup, pour simuler le temps qui passe, il fallait faire une boucle infinie qui donnait à peu près l'illusion que le temps passait. Il fallait calculer un peu aléatoirement, donc ça fait à peu près une seconde. Et du coup, il laissait sa calculette allumée toute la nuit pour que ça déclenche des trucs. Enfin bref. Donc c'était énorme. Donc, je suis passé par ça et après je m'intéressais pas mal aussi à la vidéo à l'époque. Parce que je faisais des clips, genre des AMV, des trucs comme ça, des clips sur des animes avec de la musique et tout. J'en ai fait pendant longtemps, avec la Japan Expo et tout, enfin bref, tout ça. Et donc ça, j'ai fait jusqu'à 18 ans à peu près, 17-18 ans. Et donc, c'est là que j'ai trouvé un DUT qui alliait un peu tout, qui était multimédia, qui alliait à la fois tout ce qui est le développement, Internet, tout ça, et puis aussi tout ce qui est vidéo. Okay. Donc il y avait rendu multimédia, vidéo, enfin tu étais filmé, enfin comment filmer, ce genre de choses. Et donc je me suis dit bon c'est cool, je vais pouvoir voir. Et donc j'ai continué comme ça dans mes études. Et en fait j'ai très vite eu un complexe ou plutôt un sentiment de supériorité, dans le sens où comme j'étais autodidacte, et ben j'avais l'impression de tout savoir, mieux que tout le monde. Et ce qui se ressentait parfois, et je me mentais à moi-même dans le sens où parfois il y avait des exercices,
genre en algorithmique, tout ça, je suis pas très bon. Dans des trucs un peu compliqués, les arbres binaires, machin et tout, ça m'a jamais vendu du rêve. Et ben quand j'arrivais pas à faire les exercices et que d'autres gens le faisaient plus rapidement que moi, ben je les codais même pas. En fait, je me disais, de toute façon, je sais faire, toi, alors je savais pertinemment que je n'y arrivais pas. C'était juste un problème d'ego, tu vois. C'était complètement. Voilà, j'avais vraiment ce complexe de supériorité beaucoup. À tes dépens aussi, quoi. Ça ouais, transformait aussi en sabotage ouais. presque. Et ça me posait problème aussi dans mon premier stage que j'ai fait en entreprise en DUT, je sais plus combien de mois, je sais plus comment ça se passait, mais en gros, j'étais dans une boîte qui faisait des sites web, quoi. Et en fait, je me suis mis à développer un framework maison en PHP à l'époque. Et j'ai complètement fait ça juste en mode bac à sable pour moi, en pensant qu'à moi, juste parce que je me faisais kiffer, etc. J'ai fait un truc qui était compréhensible que par moi, totalement invitable pour n'importe qui d'autre, donc du coup ils ont tout foutu à la poubelle quand je suis parti. Et ça c'était aussi une première leçon de, en fait on code pas juste pour soi, on code pour un truc derrière, il y a toujours il y a toujours un produit derrière, il y a toujours un intérêt, enfin voilà, c'est ça. Travail collectif, etc. Exactement. D'où le terme code legacy aussi. Mais et donc, ouais, donc ça a été les premières teintes un peu que je me suis pris dans la tronche là-dessus. J'ai commencé ensuite à avoir des missions en parallèle en freelance. J'ai commencé en freelance en 2010. Donc j'étais en parallèle de mes études. Donc j'ai appris des choses que j'aimais bien, d'autres que j'aimais pas faire. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, j'avais toujours ce sentiment de supériorité, et il y avait un peu comme je passais littéralement des heures et des heures et des heures dans les bouquins, dans les trucs tout le temps, et de m'abreuver de connaissances à fond dans tout ce qui est technique, tout. J'avais l'impression que j'étais plus légitime que les autres. Parce que j'avais plus de connaissances. Et il y avait ce truc implicite de, dès que j'arrivais quelque part, j'avais l'impression que les gens étaient forcément moins bons que moi. Et que ce qu'il disait, c'était forcément mauvais et tout. Et c'était instinctif, toi. C'était presque... et ça m'a vraiment porté préjudice parce que j'en oubliais que ce qui importe, c'est l'expérience, en fait, de chacun. Et probablement que si la personne fait quelque chose d'une certaine façon, c'est qu'elle a l'expérience pour le faire comme ça et qu'il y a une raison derrière. Et qu'elle le fait pas juste pour le plaisir d'être mauvais. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc ça m'a fait comprendre. Et puis le plus gros... la plus grosse claque, en gros, dans les étapes que je me suis prise, elle n'est pas si vieille, en vrai. Elle date d'il y a quelques années, quand j'avais pour client Biril, où en fait, j'ai complètement foiré ma mission. En fait, au début, je suis arrivé chez eux en tant que vraiment prestataire temporaire à l'extérieur, où je bossais sur un truc très précis, où j'étais tout seul à bosser dessus. C'était un outil pour les aider dans leur programme d'ambassadeurs aux États-Unis, tout ça, enfin voilà, pour ils se lancer là-bas à l'époque. Et donc j'ai créé un petit outil comme ça, et l'idée c'était que comme il partait de trucs Excel, l'idée c'était que ce soit quelque chose qui n'était même pas forcément beau ou quoi, il fallait juste que ce soit fonctionnel. Moi ça m'allait très bien parce que je déteste le développement UI, voilà, le front-end j'en fais, mais plus la partie architecture logicielle et voilà, la partie vraiment UI, c'est pas du tout mon délire. Et du coup, ça se passait très bien à ce moment-là. Parce que je pouvais travailler dans mes conditions, dans ma façon de travailler, avec toutes les pratiques que je revendique à longueur de journée. Du coup, ça se passait très bien, on était contents. Et tu étais solo sur ce projet-là pour le moment. Et tellement content qu'il a dit, vas-y mec, rejoins-nous en fait dans l'équipe, rejoins-nous quoi. En freelance toujours. Hein. J'ai dit, ok, pas de problème. Et ça se passe plutôt bien au début. Le problème, c'est que j'étais dans l'idée de, tu vois, dans ma tête, c'était une start-up qui avait un code absolument dégueulasse. Et Alexis, le fondateur, avait raison de faire ça parce qu'en fait, il a fait le code vraiment à l'arrache totale avec Firebase et tout, enfin vraiment immonde. Mais ça marchait. Ça marchait bien parce qu'il y avait pas trop de bugs parce que les gens l'utilisaient et ça lui a permis de lever de l'argent. C'est pas la vision que moi je donnerais, que je trouve la plus efficace, voilà. Mais quand on ne sait pas forcément qu'il existe des façons de faire qui sont bien et que tu les connais pas, tu perdrais plus de temps à vouloir les appliquer sans les connaître que juste d'y aller en mode allez hop, faut que ça marche et basta, tu vois. Surtout pour une startup, il faut aller vite. Et donc du coup, moi j'étais là un peu en mode mais ouais, vous avez codé de la merde, j'espère que vous allez vous planter, comme ça prouvera mon point que en fait c'est bien beau d'écrire un code à l'arrache, mais ça peut pas marcher et vous allez finir par vous planter, machin.
sais, j'avais ce côté-là un peu de frustration sur l'ego et tout. Voilà, ça, c'était il y a pas si longtemps, il y a 3 ans, peut-être 3-4 ans, je sais plus. Et effectivement, pendant 1 an, à peu près, il n'y a pas eu une seule feature qui a pu être développée. C'est pas un secret, hein, parce qu'ils ont communiqué un peu dessus. Parce que voilà, il fallait retravailler les codes, etc. Puis aussi, l'équipe grandissait, donc il fallait retravailler les process. Enfin bref, il y avait plein de choses qui sortent juste du code. Et en fait, à un moment, donc, moi j'ai été mis sur une mission, sur une fonctionnalité qui maintenant est sortie, qui était le fait de pouvoir avoir un fil d'actualité, enfin un fil de photos des amis de tes amis. Ok. Et en fait, à l'époque, donc avec le collègue avec qui je bossais sur ça, on avait proposé une solution technique au départ qui nous paraissait adaptée, une technologie qui nous paraissait adaptée pour ça. Et on s'est dû répondre non, continuez sur ce qui existe pour l'instant. L'idée, c'est juste de faire un POC rapide et de voir comment ça marche. Mmh. Et en fait, là où j'ai fait une grosse erreur que je ne referai plus, c'est que je me suis dit, ok, j'ai une nouvelle feature, je vais leur montrer moi ce que c'est que bien coder, tu vois. Okay. Je vais leur montrer ce que c'est que coder comme il faut, machin et tout, je vais les épater, quoi. Les mecs, je vais les éclater. Et grosse erreur. La grosse erreur parce que, effectivement, grâce à mes connaissances et tout, à mon process, etc., avec mon collègue, on a bossé le truc, on a fait tout, on était TDD, machin, tout était nickel. Hein. Ça marchait très bien, etc. Il n'y a pas de problème. On a passé 1 mois sur le truc en mode tunnel. Donc déjà, ça c'est gros red flag. Même plus d'1 mois, quasiment, en mode tunnel comme ça. Et ça marchait bien, tout l'algorithme marchait bien en local et tout. Vous avez des tests, c'était cool. C'était un peu compliqué. Il y avait des trucs avec des événements, machin, des trucs, bref. Sauf que la grosse erreur qu'on a faite, et que j'ai faite surtout, c'est que alors que je revendique tout le temps qu'il faut faire ça, c'est que le plus important, c'est le feedback, en fait, et surtout le feedback en production, vraiment, comment ça va se passer en vrai. Mm-hmm. Et il se trouve que le jour où on a voulu essayer, eh ben, ça marchait pas du tout. Parce qu'en fait, il y avait des problématiques comment on appelle ça? De quantité de data qui sont trop énormes. Et en fait, là où moi je me suis fait avoir, c'est que j'ai cru que j'allais pouvoir faire ce truc-là rapidement et que j'allais je m'autorisais à l'époque 1 semaine en mode tunnel, c'était déjà beaucoup, pour faire le truc, et qu'après ça allait marcher, et que voilà, j'allais être là, ouais, putain, il est trop fort, machin. Toi, vraiment, full ego, quoi. Et au final, au bout d'1 semaine, ça marchait presque, donc j'ai continué, et c'est là où c'était dans le délit. Et le problème, c'est qu'à l'époque, ils grandissaient tellement vite, ils avaient la croissance de TikTok à la même époque. Okay. Donc, entre le moment où on a commencé la feature et 1 mois après, le nombre d'utilisateurs avait doublé ou triplé, je sais plus. Ah oui. Donc c'était un délire. Donc ça marchait pas. Et donc ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai oublié que on n'est pas juste là pour écrire du code, on est là pour mettre quelque chose en production, que ce soit testé, que ce soit vraiment dans les conditions, et d'avancer comme ça en fait. Okay. Par itération, très rapidement, là. C'est ça qui est le plus important. Et donc ça, c'est vraiment je pense pour l'instant la plus grosse erreur que j'ai faite dans ma carrière, mais qui m'a vraiment servi de leçon. Ce qui est ironique parce que c'est pourtant un des concepts que je prêchais avant dans les gens. Et ça m'a fait une grosse claque, et ça m'a permis aussi de me rapprocher beaucoup plus de ce qu'on appelle le egoless programming, où l'idée c'est de mettre de côté son ego et de se détacher un peu du code qu'on écrit, dans le sens où on n'est pas le code qu'on écrit, tu vois. Et ça permet vraiment d'arriver à se détacher un peu plus et à accepter que parfois ce qu'on écrit ça marche pas, ou c'est nul, et que ça ne remet pas en cause toute notre identité, notre personnalité, quoi. Et ça joue beaucoup pour le syndrome de l'imposteur aussi. Quand tu arrives à te détacher un petit peu de ton code, tu peux réaliser que ton code en lui-même peut avoir des soucis, peut souffrir d'un certain manque d'expérience, etc. Mais ça remet pas en cause la personne que tu es en tant que développeur et ta légitimité en tant que développeur. Ça fait partie de ton travail d'apprendre continuellement pour que ton code soit mieux, etc. Et donc c'est vraiment ça permet de travailler sur ce syndrome de l'imposteur aussi, d'arriver à se détacher un petit peu du code que tu écris. Mais pour ça, il faut faire preuve d'humilité, donc tout le contraire de ce que je viens de raconter avant, et être à l'écoute, voilà. Et ça a été une vraie bonne leçon. Oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines leçons dans la vie qu'il faut apprendre dans la difficulté, et que justement, si tu t'étais pas mangé cette claque, peut-être que tu serais encore dans les mêmes patterns aujourd'hui. Est-ce que tu as des exercices qui t'ont aidé un peu, des choses qu'on peut mettre en pratique pour être plus dans l'egoless programming? Des exercices, pas vraiment, c'est plus...
c'est presque de l'ordre de, enfin, c'est même complètement de l'ordre de la psychologie, quoi. C'est arriver je sais pas comment l'expliquer. Moi, le problème que j'avais, c'était que j'arrivais pas à accepter la possibilité que j'ai tort. Okay. Tu vois. Et en fait, à partir du moment où il faut avoir conscience que tu sais des choses, d'accord. Les Goles programming, l'humilité, ça veut pas dire la fausse modestie. C'est pas pareil. Il faut avoir conscience que tu sais des choses. Il faut avoir conscience qu'il y a des choses que tu sais pas. Toi, moi, tu me demandes de faire, je sais pas, de créer un truc scalable qui prend sur 10 millions de personnes par jour, machin. Là, comme ça, je sais pas faire. Je sais globalement comment ça peut marcher, mais je sais que je sais pas le faire, tu vois. Okay. Donc, être conscient de ses limites. Et après, surtout, le plus important, c'est d'être conscient qu'il y a des choses que tu sais pas, que tu ne sais pas. Okay. Et quand tu pars du principe qu'il y a des choses que tu ne sais pas, ça te positionne forcément dans une posture d'humilité, parce que dès que quelqu'un va te dire quelque chose, ça peut te tilter et te dire « Attends, mais en fait, effectivement, ça, je savais même pas que je le savais pas, je pensais que… » Enfin, tu vois. Et ça te force à être dans une humilité permanente. Mais encore une fois, l'humilité ne veut pas dire fausse modestie. C'est pas de l'hypocrisie, c'est vraiment juste accepter que n'importe qui peut t'apporter quelque chose. Ne serait-ce que, par exemple, il y a un junior qui débarque dans une équipe, tu vois, et que toi, tu as 10 ans d'expérience, machin, ben, si à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu te dis, dans ta tête, tu te dis, bon, ça sert à rien, je l'écoute parce que je vais rien apprendre de ce qu'il va me dire, etc. Eh ben, tu t'empêches potentiellement de découvrir des choses juste parce que la façon dont il le dit, ça va tilter un truc chez toi qui fait que tu vas voir quelque chose différemment. Et ça, tu peux l'intégrer uniquement si tu es dans une posture préalable d'humilité et d'écoute. Sinon, tu es fermé et c'est mort et tu restes dans ton monde, tu vois. Ouais, on se conditionne après, en fin de compte, avec nos idées reçues, etc. Et on se ferme. Exactement. Donc, c'est vraiment avoir conscience des biais cognitifs que tu peux avoir, avoir conscience que tu dois rester humble et surtout ne pas considérer que les gens sont nécessairement mauvais ou médiocres, tu vois, qu'ils ont leur expérience et qu'elle a du sens, qu'elle a un intérêt, que tu peux apprendre plein de choses de leur expérience. Et voilà, c'est vraiment ça. Et donc ensuite, voilà, la bienveillance limitée, mais ça veut pas dire que je vis dans un monde de bisounours. Hein. C'est juste que pour moi, ce sont des valeurs fondamentales qui permettent après d'apprendre mais quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Et tu peux les dire de façon bienveillante. T'es pas obligé d'être cassant ou quoi. Tu peux dire les choses et souvent elles sont même mieux reçues dans ce cas-là quand tu fais comprendre que c'est dans l'intérêt de chacun, quoi. C'est facile pour toi de faire des critiques? Non. Quelles sont tes difficultés? En fait, disons que les critiques, c'est le terme que j'aime. Enfin, tu sais, quand on entend critique, ce qui est difficile, c'est que justement, il ne faut pas que la personne pense que c'est une critique personnelle. Parfois, ça peut, c'est un problème personnel, mais voilà. Donc j'essaie toujours d'englober ça un peu dans l'idée que si j'ai quelque chose à dire, soit ça part d'un ressenti, un ressenti à moi. Okay. Du coup, tu utilises la formulation oui, parce que ça, tu peux pas le nier en fait. Vu que c'est un ressenti, ça se dit pas, bah non, c'est ce que je ressens, c'est un fait. Il n'y a pas à le dire, c'est non ou pas. Donc du coup, je pars du ressenti. Si la personne en face m'explique, ok, je pensais pas, machin, ou alors, pardon, ou alors, bon, pourquoi, on discute. Et peut-être que du coup, je me trompe, ce qui arrive souvent. Soit, en fait, c'est la personne en face qui avait l'impression que quelque chose allait mal. Et en fait, vraiment, dans 9 cas sur 10, voire, je sais pas, 95% des cas, et ben ça se passe bien derrière. Parce que les gens ont pas envie non plus de clasher tout le temps, tu vois. Et quand ça clash, généralement, c'est quand les gens se ferment, parce qu'ils se sentent offensés directement. Et quand ils se sentent offensés, là, on revient au truc de l'ego, de la personnalité, etc. Et les gens, ils vont remettre en cause la personne qu'ils sont à cause d'un clash, parfois. Et comme c'est trop violent, c'est trop intime, hop, tout est fermé. Et là, tu peux plus discuter, c'est mort. Donc, le fait d'avoir une approche qui est beaucoup plus dans l'écoute et la bienveillance, sans encore une fois être dans la mièvrerie, dans le dégoulinant, ça c'est rien de plus focus, et sans être focus ou hypocrite, mais d'être sincèrement dans la bienveillance et intéressé par ce que veut dire l'autre, et ben là, il peut y avoir un dialogue constructif, normalement. Et généralement, les gens souhaitent un dialogue constructif. Personne souhaite se fighter en permanence. C'est pas l'objectif. Ouais, je partage un peu ce que tu disais au début. Moi aussi, j'avais mal à faire des critiques parce que souvent, tu as peur de blesser l'autre, tu as peur, je sais pas, d'être trop dur, d'être trop exigeant, etc. Ouais. Et c'est pas toujours facile
choisir ton approche sans tomber dans ce côté mielleux. Les critiques sandwich, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus constructif non plus. Critique sandwich, je connais pas ce terme. Et c'est le fait d'enrober ta critique ouais, c'est vrai, de ça pour justement. Alors oui, tu sais que tu es très gentil et tout ça, et en même temps, tu pourrais faire mieux ça, mais t'inquiète pas. Ok, je vois. Ouais, et c'est pas ce qui aide le plus la personne à grandir non plus. Non, effectivement. Ouais, non. Mais du coup, nous, on utilise un framework qui m'a pas mal aidé, c'est continue à, arrête de, commence à. Ok. C'est une structure qui Mais c'est un peu sandwich du coup quand même. Pas tant que ça parce que t'es plus direct aussi, t'es plus factuel. Continue à prendre la parole le matin en daily. Commence à être plus synthétique et arrête. J'ai pas d'arrêt pour le moment sur ce cas-là, mais tu vois, ça t'évite de rentrer dans des peut-être que et en fin de compte, mais n'oublie pas que tu es génial aussi. Mais de toute façon, dans les critiques, à partir du moment où je parle des critiques qui sont liées au travail, pas des critiques liées à la personnalité ou quoi, mais justement à partir du moment où quand tu fais une critique, que tu avances des arguments, j'oublie toujours le terme, ad persona, je sais plus comment on dit, enfin, dirigé vers la personne et vers ce qu'elle est, t'as perdu, c'est direct. T'as perdu parce que du coup la personne elle est fermée et tu n'auras plus aucune discussion derrière. Donc c'est dès qu'il y a un argument avancé sur la personnalité, alors qu'on parle du travail, c'est fini. Tu peux plus discuter parce que là tu engages la personne pour ce qu'elle est réellement. Donc là t'engages pas le travail qui a été fait sur 2 semaines, 6 mois, 1 mois. T'engages 30, 35, 40 ans de vie en fait en disant ça. Et là c'est beaucoup trop violent, c'est mort, enfin, tu vois, c'est pas possible. Donc du coup ça coupe direct et tout, et ça sert à rien. Et c'est là où tu peux être blessant sans le vouloir, où tu peux dire des choses qui dépassent ta pensée, enfin c'est voilà. Mais ça demande du self-control, hein. Parce que c'est pas évident. Faut arriver à être, oui c'est ça, parce que des fois on a envie de sortir des vacheries parce que c'est tellement plus fort que nous, mais c'est difficile. Il faut toujours avoir la tête dans la petite balance à tête. Ah non, on dit pas ça. C'est compliqué. Donc les gens qui sont très impulsifs, c'est compliqué pour eux. Non, c'est difficile. On part pas tous avec les mêmes capacités d'écoute et de diplomatie quoi, dans ces cas-là. Ouais, effectivement, c'est pas simple. Et si on revient un peu plus sur les aspects un peu plus techniques, tu parles beaucoup de software craftsmanship. C'est un concept aussi qui nous parle beaucoup chez GoMind. C'est quoi quand je suis arrivée, on faisait un exercice qui était assez fun, c'était d'expliquer le craft à un enfant de 5 ans. Et c'est beaucoup plus facile pour les non-devs, les non-tech, etc. de comprendre. Est-ce que tu pourrais te prêter au jeu? Comment est-ce que tu expliquerais le craft à un enfant de 5 ans? Le craft, c'est un peu comme faire en sorte que tu ranges dans ton cartable tes cahiers au bon endroit, tes stylos au bon endroit, etc. Pour que quand tu arrives en cours et que la maîtresse te demande je sais pas, 5 ans avant que classe peut-être en maternelle, peut-être au CP, si t'as avancé. Mettons que c'est un gamin qui est évolué, il est déjà il est déjà en CM2. Que, en gros, quand on te demande quelque chose à faire, que tu puisses le faire rapidement, correctement, et que tu puisses répéter cette opération dans le temps de façon, voilà, sans que tu aies un cartable fouillis, que tu aies besoin de tout foutre sur la table pour comprendre où est tel truc, que d'une fois à l'autre, potentiellement, tu vas pas retrouver tes mêmes stylos, voilà. C'est un peu comme ça que je l'expliquerai, en gros, à un enfant qui est à l'école. Ok, j'aime bien cette question et j'aime bien ton approche. La question parce qu'elle met l'accent sur différentes choses selon la personne. Toi, j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup, c'est l'aspect organisation et surtout le gars. Et un truc qui est important, c'est que ce gamin-là, il aurait réellement à cœur de montrer à ses autres camarades, en gros, comment mieux ranger leur sac pour que toute la classe elle puisse avancer plus vite, tu vois. Et qu'elle perd pas de temps avec les gamins qui vont d'un côté un bordel monstre dans leur truc, voilà, tu vois. Ouais, il y a cette notion de collectif, ouais, pour avancer tous plus vite. Ok. Et c'est pas quelque chose d'individuel. Parce que si lui, il fait tout bien dans son coin, tu vois, et que il est tout prêt pour son cours, voilà, et que les autres copains là, ils font perdre 20 minutes par cours à la classe, il aura perdu 20 minutes aussi. Ouais. Il sera bien, mais il aura perdu 20 minutes. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment tout le monde qui doit
qui doit être emmené dans la barque, quoi. Ok, j'aime bien. Et pour certains, ça veut dire juste ranger les cahiers et pas les stylos parce qu'ils fonctionnent comme ça. Et d'autres, ça veut dire juste ranger les stylos et pas les cahiers parce qu'ils fonctionnent comme ça. Et l'intérêt, c'est d'arriver à trouver un truc qui correspond à tout le monde de façon un peu personnalisée, mais toujours dans l'idée que, dans un but commun, en fait, de progresser, d'aller vers de pouvoir avoir plus en plus de cours avec la maîtresse. Et avancer ensemble dans cette même direction. Ça a l'air d'être très positif. Pourquoi est-ce que c'est autant décrié selon toi? Parce que c'est justement devenu un peu pour certains, c'est devenu une question de se concentrer sur les outils plus que sur la finalité. C'est un peu comme si on avait les élèves dans la classe là, et qui prenaient un malin plaisir pendant le cours à organiser leur cahier, leur stylo, machin, etc. Mais qu'au final, le cours n'avance pour personne parce que tu as juste perdu ton temps à organiser tes trucs, voilà. Donc tu as eu l'impression de faire des choses qui étaient intéressantes et des choses qui sont au demeurant utiles, mais pas dans le contexte. Parce que là, tu es dans le contexte et donc ça a été un peu galvaudé en ce sens parce que c'est devenu un peu comme quelque chose de uniquement technique pour beaucoup de gens, dans la tête de beaucoup de gens. On parle que des pratiques techniques, genre le TDD, le DDD, les aggregates, les machins, enfin que de trucs très très techniques. Alors qu'en fait, ça, ce sont des outils, tu vois, c'est des outils, et les outils, par définition, ils servent à accomplir quelque chose. Et les outils, par définition encore, si tu les utilises mal, ben ça peut être pire que pas d'outils. Donc, pour beaucoup de gens, qui pourtant partent d'un bon sentiment, enfin d'une bonne intention de vouloir se former à ces outils-là, c'est pas, tu vois, ça va pas être utile directement si tu l'appliques mal, en fait. Tu vois. Il faut prendre le temps de comprendre, de ne pas appliquer bêtement chaque chose et de considérer que ce sont des outils qui sont au service d'une caisse à outils plus générale, tu vois. Et qu'en fonction du contexte, tu vas pas prendre le même outil, pas prendre les mêmes trucs. Tu vois, tu vas pas utiliser, quand tu répares un meuble, c'est pas parce que tu as un marteau que tu es obligé de l'utiliser pour mettre ta vis ou des trucs comme ça. Bah, c'est un peu le même principe. Et le problème de beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à toutes ces pratiques, c'est qu'ils vont se mettre à être passionnés par tout ça, pour certains, et ce qui est très bien. Ils vont se retrouver avec leur énorme boîte à outils et ils vont avoir l'impression qu'il faut utiliser tous ces outils dès que tu as la moindre tâche à faire. Donc forcément, ils vont passer un temps infini par rapport à quelqu'un qui a juste rien à foutre et qui trace et basta. Et le vrai moment où tu maîtrises, où tu commences à maîtriser cet art-là, c'est vraiment quand tu sais quel outil prendre pour quelle mesure. Et savoir aussi que là, tu prends tel outil parce que ça te fait gagner du temps d'utiliser, mais que potentiellement, il pourrait y avoir plus tard un problème. Et voilà, par exemple, je sais pas, tu as une étagère, tu répares une étagère. Tu sais que normalement, alors je suis pas du tout bricoleur, donc j'y connais rien, donc désolé si je dis n'importe quoi. Mais en gros, c'est comme si tu te disais voilà, je sais que mon étagère pour qu'elle soit vraiment au top et tout, il faut que je cale directement dans le mur des vis qui vont dans le bois et tout pour que ça la soutienne à fond et puis au milieu des trucs, etc. Donc ça, ce serait une solution en utilisant tous les outils, on va dire, ou en tout cas l'outil que tu considères comme étant l'outil ultime, parce qu'on t'a toujours dit, t'as lu dans les bouquins, oui, si t'as une étagère, il faut que tu mettes ces outils-là, c'est la meilleure façon de faire. Sauf que cette façon, elle existe dans un contexte donné, toi. Et potentiellement, toi, dans ton contexte donné, un bon outil aussi, ça va être simplement de mettre une équerre en dessous, enfin, tu vois, pour soutenir au milieu, parce que c'est ton contexte. Le contexte peut évoluer. Tu peux avoir d'un coup plus de charge sur ton étagère, auquel cas, l'outil devient insuffisant. Sauf qu'en le mettant, cet outil d'équerre, tu as la conscience que tu fais un compromis. Tu te dis, ok, je le mets, parce que là, c'est un outil qui correspond à ce dont j'ai besoin, mais j'ai conscience que si, dans l'éventualité où du poids viendra se rajouter sur l'étagère, ce qui normalement ne devrait pas arriver, mais j'en sais rien, ça peut arriver, alors je sais que je dois faire ça. Et c'est ça en fait le craft, c'est ça qui fait toute la différence. Et pas te dire, je vais direct mettre le truc nickel, qui va me demander plus de temps et le mettre comme ça, parce que peut-être qu'un jour j'aurai plus de poids sur l'étagère, tu vois. C'est vraiment cette nuance qu'il faut arriver à établir. Et comment on fait justement pour pas tomber dans ces travers de... Il faut se baser sur le feedback, la vitesse de son feedback. C'est-à-dire que le développement logiciel, c'est vraiment quelque chose qui est exploratoire, dans le sens où tu découvres à chaque fois ce que tu es censé faire au moment où tu le fais, en gros.
Okay. Parce que tu découvres des contraintes, tu découvres des choses, etc. Donc, dans un milieu comme ça, quand t'es dans une sorte de jungle, toi, autour de toi, que tu dois débroussailler à chaque fois, si tu traces comme un malade tête baissée, alors oui, tu peux arriver plus vite au bout, c'est possible, mais t'as beaucoup plus de chances de te retrouver dans un cul-de-sac, des allers-retours, faire des trucs, enfin voilà. Donc l'idée, pardon, le micro, et donc l'idée c'est d'y aller par petites étapes. C'est exploratoire dans le sens où tu vas te faire guider par un feedback que tu reçois régulièrement. C'est-à-dire que dans la jungle, tu vas couper une liane, un truc, là, tu vas voir, c'est bon, je continue. Ou, ah non, c'est pas bon, hop, je vais lui faire, tu vois. Donc c'est très itératif et incrémental. Et surtout, il y a cette notion de feedback qui est très importante. Tu dois avoir en permanence un feedback sur ce que tu fais le plus court possible et de meilleure qualité possible. Parce que tu peux passer des semaines comme j'ai fait, comme j'expliquais à la chemillerie, tête baissée, machin. Si t'as pas le feedback, voilà, c'est mort. Et en fait, il y a plein de types de feedback. T'as les feedbacks qui sont quasiment instantanés grâce aux tests unitaires, notamment quand tu écris quelque chose pour savoir si tu vas dans la bonne direction. T'as des feedbacks un peu plus lents, mais qui vont être un peu plus rassurants si tu fais des tests qui sont un peu plus globaux, qui englobent plus de choses, etc. Et t'as des feedbacks utilisateurs, t'as des feedbacks, voilà. Et en fait, optimiser pour que ce feedback soit toujours le plus rapide possible et le plus efficace et de meilleure qualité et pérenne dans le temps, eh ben, ça implique de développer une excellence technique qui te le permet en fait, qui te permet d'optimiser ton code pour son évolutivité, sa maintenabilité et une gestion de la complexité. Et en même temps, comme le dit Dave Farley, d'optimiser aussi pour l'apprentissage. C'est-à-dire que comme c'est exploratoire, il faut apprendre petit à petit. Voilà. Et donc pour ça, il faut optimiser pour apprendre. Donc optimiser en étant incrémental, en étant itératif sur les choses. Donc c'est vraiment ça qui permet de décider quelles sont les pratiques que tu peux appliquer ou non en fonction de la qualité de ton feedback. Si tu te rends compte que là, tu as mis 1 heure à faire un truc et que parce que c'était très lent de devoir ouvrir ton navigateur, aller de page en page pour remplir ce formulaire, pour enfin tester l'étape que tu veux tester, ton feedback n'est pas optimal, et ben potentiellement que des pratiques techniques peuvent te permettre de l'améliorer. Et c'est le cas avec les tests unitaires, et en fait, pour faire ça, ça nécessite d'avoir un code qui est testable. Pour que le code soit testable, il faut que ton code il respecte certains principes d'architecture, etc. Donc tout ça, en fait, toutes ces pratiques découlent de cette notion de besoin de feedback pour limiter le risque pour l'entreprise que de faire quelque chose qui n'est pas utile ou qui est mal compris ou mal fait. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut arriver à réduire au maximum. Et ça marche pour tout, hein. Surtout les startups, les machins, réduire vraiment au maximum le temps entre ce qui s'appelle le lead time ou cycle time. En gros, le temps entre une idée, donc soit d'une fonctionnalité, soit d'une évolution, jusqu'à sa mise entre les mains de l'utilisateur final, en gros, pour avoir le feedback complet. Il faut idéalement minimiser au maximum ce feedback-là. Okay. Quand je dis minimiser, c'est pas la qualité, mais le temps en fait. Le temps passé entre l'idée, son développement, sa réalisation et le moment où elle sort. Ça doit vraiment être une boucle permanente d'itération permanente, quoi. Ok. Et tu me parlais beaucoup de feedback qualitatif. C'est quoi un bon feedback? Un feedback, c'est un bon feedback. C'est un feedback qui va te permettre donc de te donner une réponse binaire entre ça marche pas. Ok. Voilà. En fonction de ce que tu vas tester. C'est un feedback qui va être rapide, idéalement, pour pas que ça te bloque dans ton truc. Et c'est un feedback qui est pérenne dans le temps. C'est-à-dire que il va pouvoir t'apporter. Tu sais que plus tard, quand tu vas développer d'autres choses, cette partie-là, elle va pouvoir aussi t'alerter. Tu auras toujours du feedback sur cette partie-là si ce que tu fais l'a cassé, tu vois. Okay. C'est ça qui est important. Et donc, effectivement, quand on n'a aucun test automatisé, rien du tout, et qu'on teste à la main, on peut tester rapidement des choses comme ça à la main. Et on peut se dire, bon bah voilà, dans mon développement quotidien, ça me suffit, j'ai l'impression d'aller suffisamment vite, ce qui peut être vrai, hein. Auquel cas, la qualité du feedback, elle est excellente. Parce que tu vois directement avec tes yeux si ça marche pas. La qualité, la vitesse du feedback, elle est acceptable si tu considères que toi ça te dérange pas dans ton quotidien. Par contre, la pérennité du feedback, elle est nulle parce que tu vas devoir recommencer tout le temps. À chaque fois que tu vas modifier quelque chose, tu vas recommencer. Donc c'est un feedback qui est pas optimal parce qu'il est pas pérenne dans le temps en fait. Ok, ça marche. Je comprends la notion. Et je tombe sur pas mal de posts qui disaient
pas que le craft. Je reprends aussi ton exemple de craft et de start-up, qui est un contexte où il faut aller assez rapidement, etc. Donc il y a beaucoup d'idées comme quoi le craft ne serait pas pertinent dans ce contexte-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce postulat? Il y a un exemple fameux, là, je ne sais plus, ça s'appelle Peter Levels ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus, c'est le mec qui a créé notamment Nomadlist et d'autres boîtes qui fonctionnent bien. Lui, clairement, c'est un mec qui n'a rien à foutre du code et qui est tout seul. Ça, c'est important à préciser. Il est tout seul, il code tout seul sur ce projet. Et voilà, il en a rien à foutre. Il code à l'arrache, il s'en fout, il veut que ça marche. Et je pense que il a un minimum quand même de connaissances qui font qu'il code pas complètement avec ses pieds, qu'il y a un minimum de trucs, et voilà, il sait quand même un minimum de choses. Et donc là, on pourrait dire, il y a les ayatollahs du craft qui vont dire, non, mais c'est pas bien, il faut pas faire comme ça et tout. Et il a complètement raison de faire comme ça, parce que il est tout seul sur son projet, il travaille exactement de la façon dont il a l'habitude de travailler, qui est la façon qui est la plus efficace pour lui. Et il s'en sort bien comme ça. Ce que le craft, si jamais c'était un mec qui connaissait vraiment toutes les pratiques de craft et tout, et ben peut-être qu'aujourd'hui il aurait 2, 3, 4 fois plus de produits qui fonctionnent. Là, c'est pas genre sans le craft tu peux rien faire, avec le craft tu fais tout. C'est une question de si tu maîtrises le craft, tu peux faire plus de choses en moins de temps et de meilleure qualité. C'est plus dans cet endroit-là. Et si ce mec-là, il s'était dit, attendez, je vais me mettre du coup à apprendre les bonnes pratiques parce que tout le monde me dit que je code avec jQuery, que je fais pas de code sur Git, que c'est de la même machin, etc. Ok, je vais faire ça bien, je vais apprendre les bonnes pratiques. Il aurait plus jamais rien sorti parce qu'il aurait été complètement paralysé par une façon de faire qui lui est complètement, qui lui paraît complètement folle ou je sais pas, enfin, tu vois. Comment on évite cette paralysie face à la montagne, justement? Comment est-ce qu'on se dit, bon, encore une fois, en utilisant le feedback comme boussole. C'est-à-dire que, alors ça nécessite d'être très conscient de son processus, et ça, je recommande de faire ça sur un projet perso, pas un projet pro, mais de se dire, de se mettre des petites étapes de toujours mettre en production quelque chose, déjà régulièrement, plusieurs fois par jour, si possible, surtout quand on est tout seul sur un projet, c'est relativement simple. De toujours mettre des modifications, voilà. Et quand on commence à se rendre compte que là, ça ralentit, je galère un peu plus à me mettre plus régulièrement. Donc en gros, quand le feedback se détériore, et ben là, réfléchir à, ok, dans ce que j'ai appris, pourquoi là, mon feedback se détériore? Peut-être parce que ici, je me rends compte que là, j'ai cette partie du code qui est compliquée à tester ou que je dois retester manuellement à chaque fois. Peut-être que je devrais appliquer tel ou tel pattern, telle ou telle technique pour me permettre de regagner du temps. Donc, alors, oui, ça va faire mettre le code en pause pendant un moment pour refaire la partie purement, enfin, pas refaire, mais pour rebosser cette partie-là pour avoir pour augmenter son feedback. Mais du coup, c'est là-dessus que tu peux te baser vraiment pour être sûr de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. En fait, l'idée, c'est d'attendre de sentir la douleur avant d'appliquer le médicament. Tu vois, sinon, tu deviens un hypochondriaque du code. Donc, et du coup, tu as l'impression que tu dois toujours tout, voilà, et c'est bon. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à ceux qui ne savent pas par où commencer? Quels seraient les basiques? Alors, pour la première chose que je conseillerais, c'est d'apprendre à rendre son code testable, c'est-à-dire testable de façon automatisée, parce que c'est la meilleure façon de coder sereinement, en fait, de se sentir serein et pas anxieux au moment où tu dois appuyer sur le déploiement. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de code, que tu n'auras pas de bug après, pas du tout. C'est juste que ça va te permettre de te sentir plus serein sur ton code. Et en fait, à partir du moment où tu commences à apprendre déjà pourquoi tu n'arrives pas à tester ton code de manière automatisée, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte rapidement qu'il y a des dépendances que tu ne maîtrises pas, comme le temps qui passe, comme l'aléatoire, comme ce genre de choses, ou des bases de données sur lesquelles tu ne peux pas te connecter facilement, machin, et ben ça va t'apprendre à rendre ton code non dépendant de ces choses-là, et du coup de le rendre par définition plus modulable, parce que tu vas créer des abstractions autour de ces différentes choses-là, qui vont permettre de rendre ton code plus modulable parce qu'on va pouvoir se brancher plus facilement dessus. Et donc dans les tests, tu vas juste brancher d'autres éléments pour que tu contrôles toi-même. Et c'est ce qui va rendre ton code plus testable.
et te permettre après de commencer à mettre les pieds dans justement des principes comme l'inversion de dépendance, dans des choses, et donc après pourquoi pas l'architecture hexagonale, dans des choses, puis ensuite peut-être la clean architecture, mais vraiment petit à petit, il faut y aller, voilà, petit à petit, en se laissant guider vraiment par les douleurs que tu ressens au quotidien. Notre code, il nous parle tout le temps en fait. Hein. Le fait c'est juste qu'on n'écoute pas forcément sous passé. Parce que quand on galère à faire quelque chose, qu'on passe trop de temps à faire ça et tout, il faut avoir le réflexe de se dire, ok, attends, je me pose parce que ça fait une demi-heure je tourne en rond, ou 1 heure, ou 2 heures, ou parfois une journée. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et arriver à comprendre et à analyser, voilà, ça va être un travail constant d'itération dans ta pratique. Voilà. C'est comme ça que tu vas arriver à trouver la façon de fonctionner, de travailler pour toi, qui marche pour toi, qui fonctionne pour toi, et qui est donc propre à chacun, et voilà, mais ça se fait de façon itérative. Et le piège, c'est effectivement de tomber dans vouloir tout faire d'un coup, et avant même de savoir le projet sur lequel tu travailles quoi, c'est de dire ok, ben moi je vais faire de la clean archi avec du VDD, je vais faire des aggregates, je vais me faire un petit event storming, machin. Ça, c'est le piège, toi. C'est bien si tu veux t'amuser, enfin c'est marrant, tu vois, si ça t'amuse, ok, mais si tu veux faire un projet qui vraiment évolue et tout, qui arrive en production et qui reste pas, voilà, c'est le problème, parce que ça devient rapidement de la procrastination en fait. Ce qu'on appelle de la procrastination active. Tu as l'impression de faire quelque chose, mais en fait tu fais rien. Oui, tu tournes en rond et t'es pas adapté à ton contexte. Et c'est un piège parce qu'en fait les gens qui s'intéressent au craft sont souvent des gens qui ont un côté analytique, qui ont un côté, tu vois, qui veulent comprendre comment ça fonctionne et tout. Et donc ce sont des gens pour qui ça va devenir compliqué cognitivement de faire quelque chose si ils en ont pas compris tous les rouages ou tous les, tu vois, parce que ils peuvent se dire, ok, j'ai compris ça, mais peut-être que quand je vais me lancer, quand je vais faire un truc, ça va remettre en cause tout ce que j'ai appris avant parce qu'en fait je me rends compte que ça marche pas. Tu vois. Et ça peut être méga bloquant et ça peut être, voilà, moi ça m'a fait valu des insomnies et tout sur des trucs. Quand je ponçais les bouquins et tout, j'arrivais pas à relier les notions et tout, enfin c'était compliqué. Ouais, ça va très loin après. Ah oui, ben ça devient une obsession vraiment pour certaines personnes. Et donc c'est pour ça, voilà, chill. C'est des sujets qui sont hyper intéressants, etc. Mais il faut pas oublier qu'avant tout, il faut s'approprier la pratique. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même, pour pouvoir s'autoriser, entre guillemets, à tordre un peu les règles, il faut d'abord les maîtriser, ça c'est sûr. C'est le principe japonais, non, j'ai oublié le nom. Il y a trois syllabes, j'ai oublié le nom, mais bref. C'est ça, c'est en gros d'abord, tu apprends, tu deviens dogmatique, quoi. Et après, tu sais que, parce que tu es dogmatique, tu peux devenir pragmatique éclairé. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut devenir dogmatique obligatoirement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir cet esprit critique pour savoir que, ok, ce que je fais, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pas la meilleure façon de le faire? On va comprendre, voilà. Il y a une expression dans le monde logiciel, enfin, on dit beaucoup dans le monde logiciel, mais qui existe ailleurs aussi, on dit il n'y a pas de silver bullet, il y a no silver bullet, qui veut dire, tu sais, c'est la fameuse balle en argent pour tuer les loups-garous, tout ça, machin, voilà. Et en gros, on dit, généralement, on utilise cette expression pour dire que c'est une solution qui marche tout le temps, dans toutes les conditions. Okay. Et donc, on dit souvent, il n'y a pas de silver bullet, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui marche tout le temps. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de silver bullet, mais il y a un silver barillet, tu vois. C'est un truc où tu as plein de balles qui sont individuellement, qui marchent pas pour tout, mais que toi, en tant que dev, tu sais comment faire, voilà. Bon, c'est une métaphore un peu guerrière, désolé, mais l'idée, c'est que tu sais dans quel cas appliquer telle ou telle pratique. Et là, c'est ça qui fait l'expérience et qui fait où t'apporte une valeur, voilà, Et c'est là que tu agis avec éveil, en fin de compte, et que tu sais à quel moment utiliser. Il faut pas avoir peur de pas prendre la bonne décision. Parce que si tu fais un choix en connaissance de cause à un moment T, par définition, tu peux pas te tromper dans le sens où tu as fait ce choix avec les compétences, les connaissances, le contexte. Et voilà. Et donc, quand tu fais un choix éclairé dans un projet où tu sais que tu as des compétences, tu sais exactement les bonnes pratiques, machin et tout, et que consciemment tu dis, ok, mais pour ce truc-là, on applique ça comme ça. Voilà, à la limite, tu peux rédiger un architecture decision record, un ADR, pour dire voilà, on décide de faire cette option-là. On sait qu'il y a tel compromis. Ce compromis, c'est que si jamais un jour il arrive ça, on saura faire ça à la place parce qu'il faudra le. Et ça te permet d'être plus dans un mode yaknik, you ain't gonna need it, pour
pour pas trop prévoir le futur, toi, sinon tu fais jamais rien. En fait, au final, t'as trouvé des trucs qui n'arriveront jamais et t'as même pas avancé sur le truc qui arrive là tout de suite, t'en as besoin, tu vois. Donc c'est vraiment, et c'est ça qui est difficile, il faut arriver à doser, il faut arriver, c'est là toute la complexité du métier. Et en ce sens, qui se rapproche presque de l'art aussi, parce que il y a, voilà, mais c'est un mélange entre ingénierie, artisanat, c'est compliqué comme métier. Sûrement beaucoup plus que beaucoup de gens le pensent. Ouais, c'est pas que pisser du code, quoi. Non. Il y a beaucoup plus que ça. Si tu veux être développeur au sens noble entre guillemets du terme, enfin, il y a des gens pour qui être développeur c'est simplement coder devant sa chaise toute la journée et c'est tout. Tant mieux pour eux, voilà. Enfin, si ça leur convient comme ça, très bien. Enfin, il y a pas de problème. C'est juste que pour moi, ce n'est pas un développeur. C'est juste un codeur, quoi. C'est pas un développeur. Un développeur, c'est quelqu'un qui doit prendre conscience, qui a une responsabilité de prendre connaissance du métier, du produit, de discuter avec les gens qui l'entourent, parce que c'est sa compréhension qui finit en production. Donc il a cette responsabilité, quoi. Il n'y a pas de développeur, il n'y a pas de monde aujourd'hui qui nous entoure. Donc on a une responsabilité énorme. On construit aussi le monde de notre façon, tu vois. Donc on a la responsabilité de créer, de développer de façon pérenne pour pas que l'entreprise qui nous embauche ou pour laquelle on travaille sont des freelances mettre la clé sous la porte à cause d'erreurs qu'on a fait et tout. Enfin voilà. Il n'y a pas, je pense qu'il faut pas se mettre en mode mercenaire. Genre je vais faire telle émission, je vais gagner plein de thunes et je m'en fous et je repars et après je m'en fous du code comment j'ai glissé. Toi, c'est pas une bonne mentalité à avoir parce que ça bénéficie pas à l'entreprise, aux gens, et in fine, si on veut aller plus loin, ça correspond pas non plus à une vision de la société dans laquelle on vit, un peu un minimum, qui prend un minimum connaissance des autres, qui est pas uniquement individualiste, même si on est dans une société très individualiste. Mais voilà, c'est une question de dire, ok, il y a peut-être des gens qui existent à côté de moi, en fait, et qui doivent travailler, qui doivent aussi qui ont aussi des problèmes dans leur vie, qui n'ont pas envie de se retrouver 4 heures du mat à vouloir régler un problème juste parce qu'il y a eu un dev qu'on n'a rien eu à foutre et qui a fait à l'arrache. Ouais. On n'avance pas comme ça. Ah non. Et on a des vraies responsabilités en fait. Et que certains développeurs ne veulent pas les prendre, aucun problème. Mais dans ce cas-là, et généralement ils le disent ou très clairement, et ils sont considérés comme des exécutants dans ce cas-là. Et ça leur va très bien, grandir en face. Mais pour moi, on ne fait pas le même métier. Okay. C'est juste ça. Catégorique. Ouais. Mais c'est pas un jugement, toi. C'est un fait pour moi. Okay. Je dis pas que ce qu'ils font c'est moins bien ou mieux. Je dis juste que c'est pas le même métier. Ouais, parce que l'attitude, l'approche est tellement différente. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Ça n'a rien à voir. Ces mecs-là peuvent être excellents techniquement. Il y a pas de problème. Hein. C'est juste que si tu travailles pas au service, le code c'est un moyen pour arriver à quelque chose. C'est pas une finalité en soi. Okay. Et on est très vite amoureux de son code et de son truc parce que voilà, on le crée, c'est un processus créatif, ça met en jeu l'ego, ça met en jeu tout ça. Donc on peut très vite tomber amoureux de son code, mais c'est pas une finalité. Enfin, voilà. C'est très important de garder en tête que la finalité, c'est le produit, quoi. Donc, et c'est pour ça que tout le monde est dans le même bateau et qu'il n'y a pas de silo, quoi. Ouais. Vraiment tourner dans le même bateau. Et quand il y a des silos, c'est débile parce que c'est comme si tu étais sur le Titanic et que tu avais une cabine produit, une cabine dev, une cabine tech, une cabine business, le bateau est cool, tout le monde coule. Hein, ouais, donc, cabine ou pas cabine, voilà, on est tous dans la flotte. Hein. C'est débile. Donc, Ok. Je sais pas comment rebondir. Il me reste encore quelques questions qu'on n'a pas abordées et que j'aimerais bien. Comme ton leitmotiv concernant les formations. Est-ce que tu aimerais bien parler de tes formations déjà, de ton programme? Ouais, pourquoi pas. Tu vas en profiter? Pourquoi pas. Ok. Je vais pas faire de transition. Je vais juste te demander. Sans transition. Sans transition, pleine pointe. Sans transition, est-ce que tu veux bien nous parler de ton... Mais ouais, mais en fait, il y a quand même une transition parce que... J'imagine que c'est des sujets... Donc... Mais oui, en fait, le truc, c'est que donc là, ça fait... Là, on tourne ça, on est mi-janvier, enfin, j'ai vu qu'on non, le 11 janvier. Je crois, ouais. Ouais, peut-être. Le 10, il me semble. Non, le 11, c'est l'anniversaire de mon aujourd'hui. Bon anniversaire, bon anniversaire. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai lancé mon cursus Craft Academy, justement, où j'essaye d'apprendre aux développeurs à développer
façon plus sereine et plus rapide de meilleurs logiciels. Donc tout ce dont on vient de parler. Et donc j'ai eu d'excellents retours, c'est top. Et le retour que j'ai le plus aussi, c'est que c'est difficile en fait de justement savoir par où commencer quand on se lance seul à côté, quoi. Donc c'est bien, tu vois, on comprend un peu comment ça s'articule et tout, c'est cool, on peut suivre vraiment pas à pas, etc. Mais une fois qu'on est un peu dans le projet tout seul, ça devient un peu plus compliqué. Parce que justement, il y a un petit peu cette paralysie est-ce que je fais bien ou pas, voilà. Et donc il y a un vrai besoin aussi de mentoring, en fait, de suivi un peu personnalisé. Voilà. Donc suite à ces retours, j'ai pensé à plusieurs choses, plusieurs modifications. Le cursus Craft Academy va un peu évoluer. D'ici à ce que la vidéo sorte, je ne sais pas si ce sera déjà sorti ou pas, mais il va un peu évoluer vers quelque chose de plus personnalisé, mais en même temps avec un suivi plus profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un Slack. Les gens posent leurs questions sur Slack s'ils en ont, mais ça reste des questions assez génériques, tu vois. Là, l'idée, c'est qu'il y ait toujours ce système-là de questions un peu génériques, mais qu'en même temps, chaque personne qui a un projet puisse me demander, en gros, que je puisse donner des sortes d'exercices pour les prochaines étapes, dans l'idée de vraiment maximiser le feedback dont on parlait tout à l'heure, et en donnant des petites missions ou tâches, tu vois, un peu comme ça, pour que ce soit un peu plus dans la pratique et presque gamifié un petit peu, tu vois. Et donc c'est l'idée pour Craft Academy. Donc ça va évoluer un peu dans ce sens-là. Donc du coup, ce sera un prix complètement différent parce que l'idée, ce sera d'avoir peut-être moins de monde, mais desquels je peux plus, les gérer plus à taille humaine dans un premier temps, avec potentiellement des coachings de groupe et tout aussi, ce genre de choses, inclus dans la formation. Et après, le projet sur lequel je travaille en ce moment s'appelle Journey. Et l'idée, c'est que c'est vraiment le voyage au sein du craftsmanship, quoi. Et l'idée de ce projet, c'est de partir 100% sur la pratique. Et de la théorie bien s'y greffer, évidemment, mais au moment opportun. C'est-à-dire qu'on avance étape par étape. Et quand on rencontre une problématique, c'est là qu'on aborde un sujet théorique. Et l'idée, c'est que ce soit fait de façon personnalisée. Pour chaque personne, forcément, comme si chaque apprenant avait un mentor dédié, une sorte d'avatar de moi-même, pour aider dans chaque étape, avec un peu de gamification aussi, pour donner des petites tâches, des quêtes, des trucs comme ça, toujours dans l'objectif d'avancer dans leur projet, en appliquant les pratiques craft ou en les découvrant au fur et à mesure, donc avec évidemment un support théorique et puis du micro-learning pour justement que ça revienne. Mais quelque chose que on peut à la fois consommer en étant chez soi quand on a envie d'être concentré, qu'on a 1 heure ou 2, voilà, et qu'on veut avancer sur notre produit, et qu'en même temps on veut apprendre des choses sur le craft, pratiquer en même temps, et donc avoir cette aide à côté avec qui on peut discuter, communiquer, vraiment échanger du code, vraiment une aide personnalisée, voilà. Et quand on a 10 minutes à perdre dans le métro, qu'on se connecte juste pour répondre à des flashcards ou autre, un truc un peu multimodal, un peu et adapté aussi. Et adapté à chaque personne, parce qu'en fait on apprend tous de manière différente et on apprend surtout par la pratique et par le ressenti des problématiques que viennent soulager les bonnes pratiques justement. Donc mon idée c'est un peu ça, quoi, c'est de faire souffrir d'abord entre guillemets, pour donner le médicament ensuite, quoi. Okay. Parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait, qu'on comprend pourquoi c'est utilisé plutôt que d'appliquer bêtement, voilà, de donner un exemple concret. C'est comme ça qu'on retient mieux et qu'on l'accepte mieux aussi. Bah oui. Et surtout ça devient personnalisé parce que chacun va pas rencontrer les mêmes souffrances au même moment, toi, donc ce serait pas le. Voilà. Et donc il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord que je réfléchisse en termes de R&D, voir si c'est possible. Mais comme je vais pas passer 6 mois en R&D, je vais d'abord faire des trucs, je vais développer des trucs au fur et à mesure. Quelque chose qui sera dans un premier temps moins personnalisé. La personnalisation, ça va venir petit à petit parce que c'est le plus compliqué. Dans un premier temps, ça va être moins personnalisé. Je vais plus me concentrer sur ce que je veux tester, qui est le système de gamification, de quête, un peu de trucs comme ça, et très axé dans la pratique. Probablement, pour l'instant, ce sera uniquement orienté sur un langage, un framework, genre peut-être Next.js et TypeScript par exemple, pour vraiment la version alpha que je vais tester dans les prochaines semaines avec quelques gens, ça sera peut-être ça. Mais l'idée c'est qu'après tu puisses utiliser n'importe quel langage, n'importe quel framework, parce que ce sont des principes qui sont universels, qui s'appliquent. Voilà.
Et avec l'aide de l'IA, moi je sais pas coder dans certains langages, mais si je lui dis certains principes et que je veux regarder pour tel ou tel exercice, vraiment très précis pour chaque exercice, là, ça peut permettre de faire des retours qui sont hyper pertinents en fonction de ce que moi je veux que l'IA te fasse comme retour, sans qu'elle te donne la réponse, mais qu'elle t'aiguille et tout ça. Donc t'accompagne dans tout le processus. Et C'est donc, excellent comme nouveauté ça. Et donc l'idée c'est un peu ça, et après il y a plein de trucs de ouf à faire, il y a des trucs avec il peut y avoir des exercices de micro-learning où tu dois faire des petits, tu peux par exemple imaginer des tests, enfin un petit exercice pour t'entraîner au test unitaire par exemple, et moi de mon côté quand je reçois le code, j'exécute les tests unitaires, donc sur mon serveur par exemple. Donc, je sais exactement dans le test unitaire ce qui a échoué, je connais la ligne, etc., liée au rapport du test unitaire. Ça, je peux le fournir à un agent IA que je devrais paramétrer spécifiquement pour cet exercice et qui du coup sera capable de savoir, ok, là ça n'a pas marché parce qu'il y a attention, t'es tombé dans tel piège, des pièges que je lui aurais énoncé au préalable, tu vois, qu'il y a telle possibilité, machin. Ce qui fait que derrière, avec ça, on pourrait imaginer assez facilement que, avec des outils comme Remotion notamment, qui permettent de faire des vidéos avec React, de créer un système qui génère une vidéo avec le code de l'utilisateur dans un environnement où on envoie du code, avec un script donc qui explique pourquoi tel code marche pas, pourquoi machin, avec potentiellement un avatar IA qui reprend ma voix. Voilà, tout ça de façon automatisée. Maintenant, on peut faire des trucs de ouf, quoi, en termes d'interactivité, de personnalisation, en termes de quel fond, c'est un truc de ouf. Ouais, ça peut aller très loin et grâce à des outils qui facilitent aussi beaucoup la vie. Et donc ça, ça va me prendre du temps pour le développer. Je peux pas le faire. Si je me concentre là-dessus, je vais être en tunnel et ça sert à rien parce que potentiellement, ça m'intéressera même pas ce format. Donc ça va pas être tout de suite. Mais voilà, j'ai plein d'idées. Il y a plein de choses il y a plein de choses qui sont faisables pour totalement révolutionner les LMS, donc Learning Management System, à terme, quoi. Si je vois encore plus grand, toi, il y a plein de trucs qui sont faisables pour complètement révolutionner ça avec l'IA. Et je suis convaincu que d'ici quelques mois, années, ça va être totalement révolutionné par l'IA et qu'on va tous apprendre de façon personnalisée grâce à ça. Tu l'as dit, Pierre, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Ça a commencé avec les planètes, il y a eu l'épisode Calculette, la formation. C'est quoi ton leitmotiv? Qu'est-ce qui te drive? La cohérence, je pense. C'est d'essayer d'être tout le temps le plus cohérent possible avec mes valeurs et avec ce que je dis. Parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où quand tu as des choix à faire dans la vie, donc que ce soit professionnel ou personnel, peu importe, tout le monde a peur de faire les mauvais choix. Tout le monde a peur de... Voilà. Ce qui crée une paralysie du choix. Et il y a des gens du coup, qui ne font jamais de choix, qui laissent les autres faire les choix pour eux. Et ils se réveillent un beau jour à 40, 50, 60 ans en se disant « je suis passé à côté de ma vie parce que j'ai fait qu'un choix ». Et du coup, ce que je me dis, en tout cas ce que j'essaie de mettre en place, c'est que je me dis que si je ne fais que des choix qui sont cohérents à l'instant T avec la personne que je suis et les valeurs que j'ai sur le moment donné, ce que je sais du monde sur le moment donné, et que je fais un choix avec ces connaissances-là, eh ben je peux jamais le regretter. Parce que le regretter, ça voudrait dire être déçu de ne pas avoir fait, ou d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Je sais jamais la différence avec remords, mais remords, regret, ouais. Mais tu vois, parce que je peux pas le regretter dans le sens où si je l'ai fait dans toutes les conditions valables de mes connaissances, etc., c'était le choix à faire sur le moment. Ça veut pas dire que c'est un bon choix pour moi dans 10 ans ou quoi, mais c'était le choix à ce moment. Et ça élimine complètement le stress de faire des bons ou des mauvais choix, en fait. Parce que c'est juste des choix que tu fais en connaissance de cause. Et peut-être que dans un an, tu te rendras compte que finalement, c'était pas le bon choix. Mais comme avant que tu le fasses, c'était le bon choix à faire sur le moment. Pour l'instant T, c'était ce qui était le plus pertinent, le plus cohérent. Et ce qui est doublement positif aussi, c'est que ça ne le soit plus 5-10 ans après, parce que ça prouve aussi que tu as évolué, que tu as plus d'éléments, etc. C'est comme les tatouages. Maintenant, j'en ai 2 seulement. J'en ai un là et un là. Avant, j'étais contre les tatouages parce que je me disais, mais c'est complètement débile. Mais c'est sûr qu'un jour, tu fais ça sur un coup de tête, tu vas le regretter, c'est sûr, tu vois. Et maintenant, j'ai complètement changé d'avis dans le sens où si tu fais ton tatouage à un moment donné et que tu as une conviction dont tu le fais, qu'il a un sens pour toi, ce sens-là, il disparaîtra jamais, tu vois, ça fait partie de toi. C'est comme, on se fout de la tête des gens qui vont graver sur leur peau le nom de leur femme ou de leur ex, machin, etc.
bah, si tu l'as fait à ce moment-là, c'est que cette personne-là t'a apporté quelque chose quand tu l'as fait, tu vois. Et donc ça fait partie de toi. Même si cette personne-là, elle t'a fait ensuite les pires crasses, les pires machins, etc., que c'est horrible et que t'a traumatisé, etc., ça fait partie de toi. Okay. Et donc ça te permet de te rappeler quand même toujours, je vais pas sortir des enfin des trucs, mais ça fait partie de qui tu es, enfin tu vois, de comment tu t'es développé, etc. Ouais, ça fait partie de ton histoire en exactement. En tant que personne. Et voilà, donc, mais c'est vraiment ça en fait mon leitmotiv, c'est d'être cohérent et de jamais me renier. Ok. Tu vois. Et du coup, ça implique par contre d'accepter de se remettre en cause. Récemment, ça m'est arrivé. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de l'anecdote, mais ça m'est arrivé encore le week-end dernier. J'ai discuté avec des amis et j'ai énoncé quelque chose une hypothèse personnelle sur quelque chose que je croyais dur comme fer à être vrai. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était à la fois pas vrai, et j'ai pas réussi à retrouver la source et tout, et en plus, que ça pouvait être très mal vu de le dire comme ça, tu vois. Okay. Et sur le coup, du coup, j'ai encaissé le truc, parce qu'il y a quand même 5 personnes autour de moi qui me disent la même chose, il y a quand même plus de chances que ce soit moi qui ai tort que les 5 qui aient tort, tu vois. Okay. Donc du coup, ça m'a fait me remettre en question sur ce sujet-là. J'ai cogité j'ai bugué pendant 20-30 minutes en réfléchissant et je me suis dit putain mais oui en fait, et ça m'a complètement reformaté sur cette vision-là que j'avais, et du coup je les ai remerciés après. Je leur ai dit bah merci. Alors que si je m'étais entêté, non c'est moi qui ai raison, et j'aurais pas évolué. On grandit pas comme ça. Non, donc c'est vraiment l'idée d'accepter que tu puisses avoir tort même quand tu es convaincu que tu as raison, quoi. Tu vois, mais encore une fois, ça veut pas dire, ne jamais dire que tu as raison et tout le monde, oui, alors je crois que, non, tu vois. Mais c'est mon opinion. Voilà, c'est pas prendre des pincettes à chaque fois, mais c'est accepter que, et en vrai, surtout, c'est s'autoriser de pouvoir avoir tort. Ouais. Si tu t'autorises de pouvoir avoir tort dans quelque chose, tu t'autorises à apprendre et tu t'autorises à être meilleur d'après tes valeurs et tes convictions, tu vois. C'est vraiment ça qui est important. Et ça permet de gagner en humilité et en écoute, ce genre de choses. Ok. Et est-ce que tu penses qu'on a une promesse chez GoMind, c'est d'aider l'autre à révéler son trésor, découvrir son trésor? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as découvert ton trésor ou que tu es en train de le découvrir? Bah, en fait, je suis pas très fan des termes trésor. Pourquoi? Parce que ça sous-entend que chacun aurait quelque chose à trouver en soi qui ne dépend pas de lui. Tu sais, ça sous-entend que c'est un trésor qui est là, qui est déposé là, et que chacun doit le trouver, tu vois. Ok. Et surtout, ça voudrait dire qu'il y a une quête, tu vois, une quête pour le trouver. Et tu l'as trouvé, après tu fais quoi? Tu vois. Ce qui est intéressant, c'est la quête, c'est pas le truc, parce que sinon ça veut dire que t'as presque un objectif fini et que tu mets une limite à ton bonheur, à ton ressenti, à ton émancipation, puisque tu considères qu'une fois que t'as trouvé ça, t'as trouvé le trésor, ça y est, t'es content et tout, mais après... Non, mais après ton trésor, tu le dépenses, tu le fais rayonner, tu le partages. Ouais, mais ça veut dire, tu vois, que ça veut dire que c'est quelque chose qui est unique alors que ça peut s'exprimer de plein de façons différentes et pas forcément de quelque chose de, tu vois, je pense pas qu'il y ait besoin de rechercher forcément quelque chose qu'on aurait au fond de nous, quelque chose qu'il faudrait absolument pouvoir révéler au monde entier et tout. Je pense que avant tout, l'idée c'est vraiment d'être pourquoi ça me gêne un peu? Parce que je trouve que ça rentre un petit peu dans l'état d'esprit il faut absolument être la meilleure version de soi-même, machin, etc. Tu vois. Et le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a une injonction à la performance et un truc qui est hyper violent, quoi, hyper forte. Alors, effectivement, c'est intéressant, toi, de vouloir progresser, de vouloir évoluer, ce genre de choses. Mais cette notion d'être la meilleure version de soi-même, j'ai l'impression que ça crée une compétition entre toi et toi-même que tu peux par définition jamais gagner, en fait, tu vois. C'est quelque chose que ça te stimule, tu vois, sans avoir un but précis, et que ça te stimule pour découvrir des choses, quoi. Très bien.
mais que tu rentres en compétition avec toi-même pour, tu vois, pour ça me gêne un peu. Je trouve que c'est dommage parce que ça te bride et surtout ça peut créer des problèmes avec des gens qui vont se sentir fatigués, épuisés, machin, mais qui vont dire non, il faut que je travaille parce qu'il faut travailler. Écoute ton corps en fait. Écoute ton corps, t'as besoin de dormir, tu dors, t'as besoin de... Alors oui, tu feras peut-être pas un résultat de fou, tu feras peut-être pas 10 millions de, je sais pas, parce que les gens parlent que d'argent forcément, donc tu feras peut-être pas 10 millions de chiffre d'affaires en un an, mais très bien, mais si t'as dépensé 5 ans ou 6 ans de ta vie à gagner 5-10 fois plus, mais que tu peux pas derrière en profiter, parce que t'es claqué, t'es juste vidé, ça sert à rien. Donc, et je pense que ça tend aussi vers l'idée d'aller vers plus de sobriété généralement dans nos vies, tu vois. C'est plus ça alors que le message de devenir l'admiration de soi-même, je trouve que ça va dans le sens un peu opposé, même si je comprends évidemment ce que ça veut dire, et pour certaines personnes, ça peut être une bataille, une angoisse permanente. Tu te rends compte que déjà la société nous faut des injonctions tout le temps, à toutes les sauces, partout, surtout pour les femmes. Alors, les femmes musulmanes, j'en parle même pas, hein, forcément. Non, ça va. Et là, et toi-même, tu te rajoutes une injonction envers toi-même, tu vois. Après, les hommes aussi ont beaucoup d'injonctions. Hein. Ils doivent réussir au travail, ils doivent être bons pères de famille, ils doivent gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'injonctions aussi. Hein. Mais en gros, c'est des injonctions sociales tout le temps. Qui fait que juste à un moment c'est pas vivable. C'est pas pour rien que que notre société d'occidentaux a énormément de problèmes psychologiques et tout. C'est normal, c'est tellement c'est pas possible d'être pressé comme ça et qu'il y en a plein qui vont aller élever des chefs dans le Larzac. Bah oui, parce que j'en connais en plus. Hein. Alors c'est pas dans le Larzac, mais ils sont vraiment allés élever des chefs, ils font un fromage de brebis et tout. Alors ils étaient devs avant, des fils d'agriculteurs, donc on y avait un peu déjà dans le. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est en gros, faut essayer d'être un peu plus bienveillant envers soi-même, quoi. Accepter qu'on a des limites, accepter qu'on est fatigué, parce que sinon, notre corps, c'est notre seul véhicule, c'est notre seul truc, tu vois. Et tous ceux qui crient, tu sais, sur LinkedIn notamment, il y a plein d'injonctions, voilà, mais si tu vois, enfin. Je veux dire, tu vois, par exemple, Célian, je sais pas si on dit Célian ou Céliane Frey, c'est le mec qui bosse là sur son agence de vidéo, de design, machin et tout, il a un travail de fou furieux, tu vois. Le mec, il a 18 piges, il a un travail de fou furieux, mais vraiment. Non, c'est une machine, le gars. Et il a fini à l'hôpital. Je le dis parce qu'il a publié dessus, hein, je ne me permettrais pas sinon d'en parler si je le savais d'un point de vue privé. Et c'est pas normal, enfin, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est pas normal. Si des gens veulent, enfin, tu vois, faire ça, il n'y a pas de problème, tu vois, je comprends, mais il y a un moment où la passion, voilà. Et si je dis pas de bêtises, je veux pas dire des conneries, il faut fact-checker ça, mais je crois que le terme passion, à la base, c'est quelque chose, étymologiquement, qui est connoté négatif. C'est quelque chose que tu dois porter, qui est vraiment, tu vois, qui est à vérifier. Hein. Je me lance pas trop là-dessus, peut-être que je dis une énorme connerie. Donc, à vérifier, mais je crois que ça, il y a ce côté un peu, mais donc, voilà. Mais après, je vais pas mal placé pour donner des leçons, faire des jugements, parce que j'ai plein de contradictions aussi, évidemment. Même quand je parle de sobriété, j'ai plein de contradictions. Tu vois, j'ai encore m'acheter des bijoux, enfin, tu vois, des trucs qui n'ont aucun intérêt. Mais après, j'en compte pas tous les jours. Mais enfin, tu vois, on a tous nos contradictions. Ce que je veux simplement dire, c'est essayer d'être un peu plus, comment on appelle ça, tolérant avec soi-même. Okay. C'est juste ça. Pas de trésor pour Pierre, mais de la bienveillance, de l'écoute de soi et de la cohérence. Voilà. Merci Pierre pour tes merci à toi. Merci pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié t'avoir sur ce petit canapé. Ouais, pareil. Discuter de craft, de vision, de chèvre. Et de parler de psychologie finalement, Mindtopsy, ça. Mindtopsy, on est en plein dedans. Et en vrai, tu sais que le seul autre métier que j'aurais potentiellement aimé faire, c'est psychologue. Ah ouais? Je trouve ça passionnant. Peut-être maintenant neurosciences, avant je connaissais pas que ça existait, mais ouais, peut-être neuropsychologue. Je pense que c'est un métier que j'aurais adoré faire. Ouais. Oh. Le seul autre truc que je trouve passionnant en dehors de. Alors en vrai, c'est pas une passion dans le sens où je vais pas, mais que je trouve ça passionnant d'arriver à comprendre comment on réfléchit, quels sont nos biais cognitifs, comment
comment notre vie nous impacte au quotidien, enfin ce qu'on a vécu. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est peut-être le seul métier potentiel que j'aurais pu aimer faire en dehors de ça, Ok. de dev. Sinon tout le reste. Non, merci. Non. Un projet de plus, il n'est jamais trop tard. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Ouais, merci à toi. Je ne sais pas encore qui sera le prochain invité, mais en tout cas, on laissera tous les éléments en description et Ça j'espère marche. que d'autres personnes apprécieront cet épisode et écouteront les prochains. Super, ben, merci. Merci. Ah ouais, Il va falloir répondre en 2 mots, ça va être dur. Oh, bon courage. Très bien, toi. C'est pour les bloopers. Ouais, c'est ça. Go man bloopers. C'est mes moments préférés. Ah, c'est le moment préféré des gens, ils vont direct à la fin et puis voilà. Ne faites pas ça, regardez, s'il vous Oui, plaît. j'arrête pas de taper dans le micro, là, ça fait 2 fois que je vois les barres restent. Je salue Pierre, comment tu vas? C'est bon. Je veux dire bonjour. Moi, tu savais faire comment tu vas, c'est drôle. Ça va être la sonnerie des. Ma petite tasse. Il est où, moi, le. Ah, j'ai pas de hérisson. Non, celui-là, Ouais, c'est la Go Attitude. Allez, je vais partir en fou rire Ouais, après. ouais, Aïe, bon, on va y arriver. on va y arriver, on va y arriver.